Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast de l'association Toust. Dans ce deuxième épisode, nous revenons sur le replay de notre table ronde du 11 décembre 2025, intitulée De la répression de l'homosexualité à sa réparation, construire l'avenir grâce au passé. Dans cette partie, nous allons revenir en 1791, qui est la date à laquelle est généralement placé le début de la dépénalisation de l'homosexualité en France. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, pour commencer, on va remonter le temps et commencer par là où généralement dans l'histoire de la répression de l'homosexualité, on commence, c'est-à-dire en 1791. Je suis désolé, je coupe ton son, Terence, parce qu'il y a un écho. C'est-à-dire en 1791, avec la disparition du crime de sodomie. D'ailleurs, ça m'a fait sourire, euh, qui a été retiré en même temps que le blasphème, l'hérésie, le sacrilège et la sorcellerie. C'est vrai que c'est très comparable, hein. Euh, et justement, dans son rapport, monsieur le député Francis Spiner, dans son rapport du Sénat par rapport à la loi de réparation de l'homosexualité qu'on va discuter, disait qu'avec cette date, la France avait même été pionnière de la dépénalisation de l'homosexualité et en gros, il n'y a pas eu de problème jusque 1942. Sauf que, du coup, Antoine Didier, dans votre ouvrage, vous montrez que c'est pas tout à fait ça, la disparition de la pénalisation. Ça ne veut pas dire que les homosexuels, les bisexuels, même les hétérosexuels qui avaient des comportements sexuels, homosexuels, ça ne veut pas dire que pour autant ils étaient aussi libres que les autres, ils avaient autant de droits que les autres. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette nuance, justement? Oui, c'est intéressant parce que cette date de 1791 est souvent mise en avant, ne serait-ce que d'ailleurs dans les discours politiques, hein, lors des différents débats, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. C'est beaucoup revenu. Euh, Ça participe aussi d'une espèce de mythologie française sur ce moment de la Révolution française qui a été inéluctablement un moment de grande liberté, mais auquel parfois on prête un certain nombre de choses un peu fausses. Euh, En tous les cas, cette date de 1791, il faut relativiser son importance. Certes, le crime de sodomie disparaît du code pénal au moment où, non pas en raison d'une position spécifique des révolutionnaires, qui décide d'en finir avec un crime jugé obsolète ou qui relève d'un autre temps, mais plutôt parce que un ensemble de crimes disparaissent à ce moment-là du code pénal, comme le blasphème, comme d'autres crimes qui apparaissent totalement dépassés. Sachant d'ailleurs que la définition de la sodomie en 1791, c'est pas seulement un rapport anal, mais c'est plutôt un ensemble de comportements sexuels jugés déviants. Par exemple, la bestialité, ce qu'on appellerait aujourd'hui la bestialité, était incluse dans le crime de sodomie. Mais il faut relativiser l'importance de cette date, quand bien même, de fait, la disparition d'un délit dans le code pénal est quelque chose de significatif. D'une part, parce qu'en fait, ce crime n'était pas tant utilisé que ça. Ce crime qui était punissable de la mort, la dernière condamnation datait de 1750, donc 40 ans avant la disparition. Donc tout au long du XVIIIe siècle, il y a un faible nombre de condamnations. Euh, Ce qui ne veut pas dire que les comportements homosexuels ou qu'on nommerait aujourd'hui homosexuels n'étaient pas réprimés, en fait, puisque il y a eu une action répressive tout au long du XVIIIe siècle, qui est passée non pas par le crime de sodomie, mais par l'action déjà de la police, hein, dont parlait Jean-Luc Romero tout à l'heure, avec des arrestations, avec des détentions dans différentes prisons parisiennes. Je parle principalement de Paris parce que c'est avant tout à Paris que cette répression est connue et identifiée. Et donc, il y avait déjà une déconnexion avant 1791 entre ce que dit le code pénal et l'activité répressive de la police, ou en tout cas l'utilisation du code pénal et l'activité répressive de la police. Et cette dissociation, en fait, perdure après
1791, puisque dès la Révolution, les années qui suivent de la Révolution, puis de Directoire, puis de l'Empire, la répression de l'homosexualité continue. D'une part, par une activité policière qui ne diminue pas, mais reste similaire, avec parfois des variations, mais qui en tout cas, dans ces grandes lignes, ne disparaît pas. Et dès le début du 19e siècle, l'utilisation par les juges d'autres outils du code pénal pour réprimer certains comportements sexuels et notamment certains comportements homosexuels. Avec d'ailleurs des discussions entre les juges pour savoir quel délit utiliser au tout début du 19e siècle. Et puis surtout, dès 1810 et le nouveau code pénal napoléonien, l'utilisation de l'outrage public à la pudeur qui permet de punir un certain nombre de comportements homosexuels et de comportements sexuels de manière plus générale au motif de leur publicité supposée, réelle ou supposée, puisque les juges en ont fait une interprétation extensive. Et cette répression de l'homosexualité par l'outrage public à la pudeur est intense tout au long du 19e siècle et tout au long du 20e siècle, au moins jusque dans les années 1980. Donc, si effectivement le crime de sodomie disparaît du code pénal, dans la réalité des pratiques judiciaires et policières, dans la réalité des pratiques des pénales, il n'y a pas de changement majeur en réalité pour les homosexuels, avant tout de sexe masculin, puisque cette répression a visé, on y reviendra, avant tout l'homosexualité masculine. Romain, on n'a pas ton micro. Tout à fait. Et vous dites justement dans votre livre, Napoléon ne dit pas qu'il ne faut pas poursuivre, mais que la loi n'est pas lieu de la poursuite. Oui, parce que on prête souvent une tolérance excessive au code pénal napoléonien. Et là aussi, là encore, si l'homosexualité n'est pas réprimée au début du 19e siècle dans le code pénal, si elle n'apparaît pas en tant que telle dans le code pénal, ce n'est pas en raison d'un libéralisme, d'une tolérance, d'une homophilie, entre guillemets, hein, de la part de Napoléon, des rédacteurs du code pénal. Au contraire, cette absence du code pénal est justifiée par un certain nombre de juristes, par Napoléon lui-même, selon lesquels mentionner l'homosexualité dans le code pénal serait encourager l'homosexualité. Et l'homosexualité est quelque chose de tellement affreux à leurs yeux qu'il ne faut pas la mentionner, il ne faut pas la faire apparaître, et il faut pas donner de publicité à sa répression ou à la lutte contre, mais il faut trouver d'autres moyens plus discrets pour lutter contre elle. Ce qui est d'ailleurs très intéressant parce que c'est une structure qui n'a pas disparu hein, quand des associations réactionnaires se scandalisent en 2025 que les programmes scolaires parlent de l'homosexualité ou que des films parlent d'homosexualité. C'est exactement le même argument, hein, cette idée que rendre visible l'homosexualité, ça va rendre les gens homosexuels, ça va encourager une pratique, etc. Et c'était déjà l'esprit des juristes, des législateurs au début du 19e siècle de laisser la répression de l'homosexualité dans l'ombre, dans une forme d'invisibilité, ce qui n'empêche pas que des pratiques répressives ont lieu. Ce qui est d'ailleurs le- finalement le problème de cette proposition de loi qui est débattue en ce moment, c'est qu'elle ne s'intéresse qu'au moment où l'homosexualité a été mentionnée dans le code pénal, donc sur la période 1942-1982. Et donc, ce faisant, elle valide et elle ratifie ce schéma homophobe selon lequel l'homosexualité a été invisibilisée. Et cette invisibilisation a tellement bien fonctionné que finalement, elle est reproduite dans une loi de réparation aujourd'hui. Oui, tout à fait. D'ailleurs, en parlant d'invisibilisation, Doris Varichon, d'après vous, d'après ce que vous savez, par rapport aux lesbiennes, par rapport au lesbianisme, il y a aussi tout un volet, toute une stratégie en fait d'invisibilisation qui a même perduré jusque certains diraient à nos jours. Entre 1791, donc la disparition de ce crime de sodomie qui englobait en fait ce qu'on appelait à l'époque les sodomites, donc voilà, tout un éventail de pratiques. Et puis jusque les années 30, parce que les années 30 ont été un petit peu charnières, on va y revenir après, les lesbiennes,
quelle est leur perception en fait dans la société? Alors, je vais être très honnête. Moi, ma recherche, elle commence dans les années 70. J'ai quelques connaissances par avant, mais qui sont assez rudimentaires. Je voudrais pas dire de bêtises. Je peux vous renvoyer, entre autres, aux travaux de Christine Barr sur les garçons. Mais ce que je sais, c'est qu'en tout cas, les comportements lesbiens, ils ont été très tôt nommés au niveau de la psychiatrie, quand elle a commencé à nommer un peu toutes les perversions. Et que c'est quelque chose qui a forcément structuré aussi la perception négative du coup des comportements lesbiens, notamment du coup à partir du XVIIIe siècle. Très bien, merci. Alors, c'est vrai que quand on parle d'invisibilisation, vous dites, Antoine Didier, qu'une une des punitions pour les personnes qui ont été arrêtées par la police pour homosexualité, ça a été le bannissement et l'expulsion vers d'autres départements, en fait. Genre, on déplace le problème, cette personne n'existe plus, elle est dans un autre département. Vous donnez d'ailleurs le cas d'une personne à Issoudun dans votre livre. Pour vous, quelles ont été les autres punitions qui ont été réservées aux homosexuels pendant cette période? Parce qu'avant 1991, il faut rappeler quand même que les dernières personnes qui ont été condamnées pour homosexualité avant 1991, comme vous dites, ça remonte à 1750, et c'est des personnes qui ont été brûlées vives. Donc, à partir de 1791, il y a eu l'exil, mais quelle autre forme de répression il y a eu? Alors, je pourrais répondre très longuement à cette question, mais En résumé. et justement, l'objet du livre, c'est de dire que si on s'interroge sur la question de la répression pénale de l'homosexualité, ce qui est déjà circonscrire le sujet, ce qui n'est pas sans poser problème, parce que précisément, par exemple, ce sur quoi travaille Doris, c'est pas la répression pénale, c'est une activité des tribunaux civils qui n'en est pas moins homophobe, mais qui n'est pas le volet pénal. Et c'est d'ailleurs une des questions qu'on peut adresser à cette proposition de loi ou au débat actuel, c'est de n'envisager les choses que sous l'angle pénal. En tout état de cause, en tout état de fait, si on regarde seulement sur le côté pénal, il faut d'une part envisager l'action des tribunaux. Un certain nombre de tribunaux ont condamné des comportements homosexuels, que ce soit pour cet outrage public à la pudeur qui permet de réguler la sexualité, que ce soit au fil du 19e siècle pour excitation de mineurs à la débauche, qui est un article du Code pénal qui initialement a d'ailleurs été pensé pour lutter contre la prostitution, contre le travail sexuel, mais qui a été en partie utilisé par les juges pour viser des relations dont un, voire plus des partenaires étaient mineurs, sachant que l'âge de la majorité était de 21 ans. Donc cet article pouvait être utilisé largement. C'est aussi le délit de vagabondage qui a pu être utilisé au 19e siècle, ou encore, peut-être plus au 20e siècle, un délit d'outrage aux bonnes mœurs qui, lui, a été utilisé contre des militants homosexuels et contre des publications homosexuelles. Avec cette chose importante qui est que tous ces délits ne visent pas explicitement l'homosexualité. Ces délits visent à réguler un certain nombre de comportements dans le code pénal, mais ils sont utilisés notamment envers des comportements ou des pratiques homosexuelles. Mais à côté de ça, il faut ajouter un certain nombre de pratiques policières, mais aussi de pratiques administratives. Vous parliez, Romain, de la question du bannissement. Effectivement, au début du 19e siècle, au moins, et sans doute la pratique a perduré, mais on a du mal à la... Enfin, il faut réussir à l'identifier, mais on a des traces comme quoi elle a existé. Les préfets avaient le pouvoir de bannir quelqu'un, c'est-à-dire de ordonner à un individu de quitter la ville où il habitait, où il résidait, pour s'établir ailleurs. C'était une forme d'expulsion ou une interdiction de séjour dans un territoire. Et on a quelques exemples, hein, l'exemple d'Issoudun que vous donniez, mais aussi le préfet de police de Paris, le chef de la police de Paris, pardon, qui à un moment explique que cette mesure permet, voilà, on arrête des homosexuels à Paris et on les bannit, on leur ordonne de quitter Paris et d'aller vivre ailleurs, qui est une mesure qui ne passe pas par une décision de justice, qui n'est pas une condamnation en justice, mais simplement une mesure policière ou une mesure administrative.
Et puis de même, il y a tout un volet des pratiques policières. Là aussi, hein, Jean-Luc Romero en parlait tout à l'heure, l'arrestation, le contrôle, la retenue au poste, la pratique de la rafle, selon le mot utilisé par la police elle-même, était courante, parfois sans suite en justice, sans condamnation, mais simplement une personne est retenue et humiliée et arrêtée. Parce que la police a développé toute une doctrine selon laquelle la législation était insuffisante pour lutter contre l'homosexualité, et donc il revenait à la police de trouver des moyens propres à lutter contre l'homosexualité en contournant la loi ou en jouant des lacunes ou de ce qu'elle percevait comme des lacunes de la loi. Et ça a été théorisé en quelque sorte par les forces de police. On ne cesse d'en trouver des occurrences dans des rapports de police dès le début du 19e siècle. Et donc c'est une autre de ces pratiques punitives, répressives, qui ne s'est pas limitée à la condamnation en justice ou au code pénal. Ce qui est quelque chose, je me permets d'insister, pardon, je suis peut-être un peu long, mais qui est quelque chose d'extrêmement important, puisqu'on a tendance à penser la répression seulement comme la condamnation. Mais la police est une institution sociale en partie autonome, qui a sa propre vision des désordres sociaux et sa propre idée sur la manière de lutter contre les désordres sociaux. Et un exemple qui marche très bien, qui est très parlant, aujourd'hui on sait que la police pratique des contrôles d'identité de manière discriminatoire envers des hommes racisés, noirs et arabes. Ce n'est marqué dans aucun texte de loi. Aucun article du code pénal ne prévoit ça, mais voilà, c'est une pratique policière qui trouve à exister, qui est contestée, mais qui trouve à exister. C'est un peu la même chose pour la répression de l'homosexualité, voilà, c'est une pratique policière tolérée, enfin sur lequel le politique n'agit pas, et qui, une pratique policière qui était en place dès le 19e siècle et qui a continué au moins jusqu'au milieu des années 1980, puisque même quand il y a eu la dépénalisation de 1980-1982, la police a résisté à cette dépénalisation et a continué, au moins pendant quelques temps, à mettre en œuvre ces pratiques de harcèlement, ces pratiques discriminatoires. C'est vrai, alors justement, on va y revenir, on va faire un bond dans le temps. Alors juste avant, il y a Vivi de l'association Bicos qui souhaite intervenir. Vivi, je vous en prie, allez-y, prenez la parole. Oui, enfin, c'est pas en tant qu'association Bicos que j'interviens, mais en tant que personne de 70 balais, tout de même. Donc, euh, plusieurs éléments. Premièrement, j'ai entendu dire, mais je ne sais pas si on peut le confirmer ce soir, que tout de même une bonne partie comment dire, de la répression à l'encontre des femmes lesbiennes, y compris à partir de la Renaissance et jusqu'au XVIIIe, voire XIXe siècle, c'était de les taxer de sorcières et de les traiter comme sorcières. Et ça, c'est bon. Je ne fais pas de dessin sur le traitement, hein. C'était expéditif, c'était un peu Ku Klux Klan. La deuxième chose, c'est qu'il a été cité effectivement la date de 1750 comme les dernières condamnations de personnes pour crimes de sodomie. Ben, j'aimerais prolonger un peu l'introduction de Jean-Luc Romero tout à l'heure pour dire que ça fait déjà je sais pas, une dizaine d'années qu'il y a une plaque dans le quartier Montorgueil à Paris et qu'on y fait les 17 mai une cérémonie justement par rapport à, et donc ça préexistait par rapport au monument et c'est donc important à rappeler. Les pressions policières, moi je me rappelle que dans les années 70, j'en ai entendu parler par rapport à des milieux militants bon, qui étaient un peu, comment dire, pas dans la réaction popidolienne et dans les petits papiers, quoi. C'était plutôt la première moitié des années 70, parmi les militants gauchistes, c'était une crainte de subir des pressions quand on était soi-même gay ou lesbienne. Et enfin, euh, il est tout à fait caractéristique que la protection des mineurs a été mise en avant et dans le fameux amendement Mirguet sous la Ve République naissante, et finalement comme leitmotiv des réactions, enfin des menées réactionnaires, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou dans les autres continents. C'est toujours, on prétend toujours protéger les mineurs,
alors qu'on attaque les droits de toute la société. Merci. Oui, c'est le cas beaucoup maintenant aussi d'ailleurs. Alors par rapport à cette plaque à Paris, c'est pour commémorer quoi? Je ne connais pas. Alors, c'est pour commémorer la dernière exécution faite à Paris en place de grève de deux personnes, deux hommes ayant Ah, été arrêtés en situation voilà, de crime de sodomie. Dio et le Noir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la deuxième partie du replay de notre table ronde. Dans l'épisode 3, nous reviendrons sur l'histoire de la dépénalisation de l'homosexualité à partir de 1942. Donc rendez-vous au prochain épisode. Les intervenants de cette table ronde sont intervenus totalement gratuitement, donc une cagnotte est mise en place pour leur permettre d'être rémunérés pour ce travail de qualité. Vous pourrez retrouver le lien de cette cagnotte en description de cette vidéo. Merci beaucoup.